Salut à tous, depuis le mois de septembre, nous avons ouvert le dossier de l'Atlantide. Et pour notre plus grand bonheur, il n'est pas encore prêt d'être refermé. Alors, qui dit Atlantide et monde perdu, dit Jean-Marie Beuzelin. Salut Jean-Marie. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir une nouvelle fois sur BTLV. Je le disais, depuis le mois de septembre, on se passionne pour cette Atlantide, pour ces Atlantes, pour ce continent incroyable que tout le monde recherche, sur aussi ces personnalités qui avaient l'air d'être hors normes. Donc on a, au fil des émissions, on s'est appuyé sur les textes de Platon, Timaeus Critias, et on a essayé de dérouler la pelote de laine qui va nous emmener inévitablement aujourd'hui sur la localisation. La fois précédente, lors de la 4e émission, nous avions évoqué l'ésotérisme et l'exotérisme dans les textes de Platon, la double lecture pour les initiés. Eh bien, cette fois-ci, force est de constater qu'on doit s'arrêter sur la localisation. Est-ce qu'on a aujourd'hui, peut-être c'est la question que je vais te poser, des traces archéologiques d'un probable monde de l'Atlantide? Alors on va faire une émission en fait en deux parties pour répondre à ta question. Donc première partie, on va s'intéresser, et on l'a pas fait jusqu'à présent, sur la cité Atlante. Que nous dit précisément Platon sur la cité Atlante, en fait, pour faire vite, la capitale de l'Atlantide. Premier point. Deuxième élément, on va s'intéresser ensuite dans une deuxième partie sur les vestiges, pour reprendre ton expression, sur les vestiges archéologiques potentiels de l'Atlantide. Est-ce qu'il en existe encore? Est-ce qu'on a pu les repérer? Que sont-ils? Que sont-ils devenus? Première partie, on va s'intéresser donc à la capitale des Atlantes. En fait, Platon, lorsqu'il va nous évoquer la capitale des Atlantes, va le faire sous deux aspects. Premier aspect, il est architectural. On va le voir, c'est assez précis. Le deuxième élément, et c'est un peu le lien avec l'émission précédente, il est symbolique. Il va renforcer la lecture ésotérique qu'on a effectuée lors de notre dernière émission de manière absolument incroyable. Alors, première question, cette capitale atlante que nous décrit Platon sur le plan archéologique, quelle est-elle? Où a-t-elle été construite? Et finalement, comment a-t-elle été construite? Platon n'est pas avare de détails sur à la fois la localisation de cette capitale atlante, sur les conditions de sa création et sur également les conditions de son évolution et également sur la partie qui est la partie la plus sacrée. On va reprendre les différents points un par un. Comment elle s'appelle cette capitale? On l'appelle pas, il ne l'appelle pas. D'accord. Donc, par définition, beaucoup l'ont appelé Poséidonoupolis, Atlantis, etc. Mais elle n'a pas de nom. Effectivement, Platon ne donne pas de nom. Il dit que c'est, en fait, l'antique cité maternelle. On va comprendre pourquoi dans 2 minutes. D'accord. En fait, que se passe-t-il? Il se passe que la capitale est créée par Poséidon. On revient donc à ce qu'on disait lors de la première émission. Poséidon va créer cette capitale en hauteur, nous dit Platon, et à l'endroit précis où vivait Clito, son épouse terrienne. Premier point. Ça, c'est le berceau. Ensuite, cette capitale, ce petit îlot central, va être protégé, et Platon nous décrit que Poséidon va faire 3 enceintes, triples enceintes, qui sont constituées de 3 anneaux de mer et 2 anneaux de terre. Et qu'au centre de l'Atlantide, il va faire jaillir donc 2 sources, une d'eau chaude et une d'eau froide. Est-ce que c'est le document que tu nous as, le petit dessin que tu as apporté? Absolument. Et qu'on va regarder celui-ci? Absolument. Donc voilà, donc il y a ces cercles, et puis en son centre, il y a ce que tu dis, quoi. Voilà. Absolument, c'est la description qu'on s'appelle telle que Platon nous l'a fait de l'Atlantide. Alors, il donne moult détails, en particulier sur les différents, j'allais dire, largeurs des différents anneaux qui sont concentriques. Donc, une cité qui est circulaire, qui naturellement est habitée sur les différents anneaux de terre, avec un îlot central. Bien, d'accord. Platon nous précise un certain nombre d'éléments sur cette Atlantide. Il nous précise qu'en fait, les rois atlantes qui vont venir après, les 5 couples de jumeaux qu'on a évoqués dans une émission précédente, ils vont enrichir par un certain nombre de dispositifs, donc cette cité initiale. D'accord. Quels sont-ils? Des ponts, des portes, des ports, des passages, y compris un passage couvert, nous dit Platon. Nous sommes quand même en 360 avant Jésus-Christ lorsque Platon nous donne des passages couverts. Et également un grand canal vertical qui descend à partir de l'Atlantide jusqu'à la mer et qui fait de l'ordre, le chiffre en stade, qui fait de l'ordre de 5 km. D'accord. Ça, c'est l'organisation générale de la cité. Et Platon nous précise que pour remblayer, on y viendra tout à l'heure parce que c'est un aspect relativement intéressant, que pour remblayer, qu'on s'appelle un certain nombre de constructions, donc des différentes enceintes, ils vont extraire, les rois atlantes, vont faire extraire plutôt, des pierres de couleur
noire, blanche et rouge. On y reviendra tout à l'heure, parce que ce n'est pas innocent. Lorsque Platon nous écrit cette cité, qui est l'antique cité maternelle, il veut parler également de cet îlot central, qui lui est protégé, je l'ai dit, par 3 enceintes. Cet îlot central, donc, Platon nous le décrit comme étant avoir une surface de l'ordre à peu près, pour faire vite, de 600 000 mètres carrés. D'accord. Que chacun ait à peu près des proportions en tête. Dans cet îlot central aurait été constitué sur l'acropole, l'endroit le plus haut, le mieux protégé, un temple consacré à Poséidon et à Clito. Autour, il y a des aménagements, des demeures royales, l'hippodrome dont parle Platon par ailleurs, sont des dispositifs. Mais au cœur de la cité atlante, il y a le temple sacré de Poséidon et de Clito. Comment nous décrit-il ce temple? C'est la magnificence. D'abord, les dimensions. C'est assez intéressant parce que Platon insiste sur les dimensions en expliquant que finalement, il fait à peu près un stade de long, 180 mètres pour faire vite, 177 mètres, 20 pour ceux qui veulent être très précis, pas de bêtises, et un demi-stade de largeur sur 88 mètres de largeur. Voilà le temple central qui est situé au cœur de l'îlot central. Il faut bien comprendre ça. Cet îlot central, alors pour donner une comparaison que Platon ne fait pas, parce que je reviendrai sur autre chose tout à l'heure, c'est à peu près le double du Parthénon. Et Platon insiste en disant que cette construction a l'aspect barbare. Alors ça veut dire quoi, barbare, pour les Grecs? Ça veut dire étranger. C'est en fait l'aspect extérieur est étranger et non connu, n'a jamais été en fait usité. On l'a jamais pratiqué un aspect de cette sorte, une architecture de cette sorte. À l'intérieur, c'est la magnificence, les détails multiples, c'est l'or, c'est naturellement l'argent, c'est l'orichalque, ce sont les statues immenses et géantes, finalement, de Poséidon et de Clito. Et Platon précise une chose, que ce temple est inaccessible. Aux humains? Oui. C'est une forme de saint des saints. On y reviendra tout à l'heure. C'est une chose absolument incroyable, mais c'est inaccessible. Impossible à toucher. Absolument. Donc nous sommes au cœur de la cité atlante. Il y a le centre, les centrales, des anneaux successifs, 3 de mer, 2 de terre, qui progressivement donc s'élargissent, un canal central qui mène. Voilà l'architecture telle que nous la raconte Platon. C'est la cité atlante. Est-ce que ces anneaux ont une symbolique? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Bob, parce qu'effectivement, on va s'y intéresser. Effectivement, lorsque Platon nous raconte ça, il y a à la fois l'architecture et il y a une symbolique. On va terminer un petit peu, si tu le permets, sur le caractère architectural de cette cité. Lorsque Platon nous raconte cette histoire-là, effectivement, comme tu dis, il y a un caractère symbolique. Mais auparavant, on va s'intéresser quand même à l'aspect architectural, ce qui n'est pas rien. Premier point qu'il faut souligner, celles et ceux qui nous écoutent, c'est que lorsque Platon nous décrit cette cité, qui est la capitale de l'Atlantide, il faut se rendre compte que nous sommes en 360 avant Jésus-Christ. Le Solon l'a appris en 600. Que les Atlantes ont disparu il y a 9000 ans, on est bien d'accord, hein, ce sont les chiffres de Platon. Et que cette cité, de forme circulaire, concentrique, elle n'est pratiquée nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'équivalent. Nous sommes dans une cité pratiquement futuriste, novatrice. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Des ponts, des canaux qui se relient, des anneaux pour protéger, un grand canal qui mène à la mer. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Oui, c'est trop moderne pour l'époque, presque. Absolument. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, alors, pas du tout pour faire de la polémique, c'est pour comprendre un petit peu dans la deuxième partie de l'émission dont on va évoquer ces sujets-là. Platon nous parle en aucun cas, lorsqu'il nous parle de l'architecture de l'Atlantide, que ce soit la capitale, ou que ce soit d'une manière générale de l'Atlantide, il ne nous parle en aucun cas de structure pyramidale, à étage ou non. D'accord. Je rappelle aussi que le texte date de 360, que Solon l'a appris d'un grand prêtre donc de la ville de Saïse, donc en 600, et que on peut dire que la première pyramide existante, alors il y a toujours une polémique sur les chiffres, mais entre 3800 et 1500, à peu près 3000, 4000, pardon, 3000, 4000 avant notre ère, c'est la pyramide du pharaon Djéser, dans la nécropole de Saqqara, et que cette pyramide a été faite, donc, grosso modo, construite en moins 3000. Et pour autant, dans le texte de Platon, il n'y a aucun élément de comparaison, aucune allusion, quoi que ce soit, sur une structure pyramidale au sein de l'Atlantide. Je ne veux pas dire, lorsque je dis ça, que peut-être les descendants atlantes ont joué un rôle sur les constructions potentielles des pyramides, puisque